Il est 3 heures du matin et je me tiens dans ma cuisine, tel un fantôme insomniaque luttant avec une cafetière plus vieille que mon mariage. La machine siffle et gargouille comme si elle était sous assistance respiratoire, mais elle fait toujours un meilleur café que la machine sophistiquée que Martha a achetée le mois dernier. Celle qu'elle prétendait être pour recevoir des clients. Ça aurait dû être mon premier indice. La porte d'entrée s'ouvre avec la précision méticuleuse de quelqu'un qui essaie de ne pas réveiller la maison. Martha pense que je dors. Bien sûr, elle pense toujours que je dors quand elle rentre de ses réunions tardives chez Tebold Advertising. J'entends le claquement de ses talons sur le parquet, puis il s'arrête. La douce lueur d'un écran de téléphone illumine le couloir. « Salut, mon roi », murmure-t-elle dans l'appareil, et mon monde bascule. Je me fige, la tasse de café à mi-chemin de mes lèvres, alors que ma femme depuis 23 ans ronronne dans ce que je réalise maintenant être son deuxième téléphone. La conversation est brève mais dévastatrice. Des mots doux qui auraient dû m'être destinés. Des projets pour un déjeuner de travail le lendemain et un au revoir haletant qui me retourne l'estomac. Mon roi. Pas son mari, pas Miles. Son roi. Quand elle monte enfin à pas de loup, je suis toujours là, figé comme une statue, regardant la vapeur s'élever de mon café intact. La cuisine semble différente maintenant, étrangère, comme si je la voyais à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Les comptoirs en granit sur lesquels Martha avait insisté. Les appareils en acier inoxydable qui ont coûté plus cher que ma première voiture. Le casier à vin rempli de bouteilles dont je ne peux pas prononcer le nom. Tout cela ressemble soudain aux preuves d'une vie que je ne reconnaissais pas. J'aurais dû le voir venir. Les signes étaient là, disséminés comme des miettes de pain au cours des 6 derniers mois. La nouvelle garde-robe qui la rajeunissait de 10 ans. L'intérêt soudain pour le yoga et les cours de spinning. La façon dont elle s'illuminait quand son téléphone vibrait, pour ensuite le retourner vivement face contre table quand j'entrais dans la pièce. Mais j'avais été trop confiant, trop à l'aise, trop stupide. Miles Barrett, 49 ans, analyste senior chez Hartwell Financial, père dévoué et mari fidèle. Le genre de type qui ouvrait encore les portières de voiture et se souvenait des anniversaires. Le genre de type qui, apparemment, permettait facilement à sa femme de trouver quelqu'un de plus excitant. Je verse le café dans l'évier et me dirige vers mon bureau à domicile. Si Martha a des secrets, je vais les trouver. L'ordinateur ne révèle rien. Elle est trop intelligente pour ça. Mais son sac à main, laissé négligemment sur le comptoir de la cuisine, raconte une toute autre histoire. Des reçus de restaurants où je ne suis jamais allé. Une carte clé d'hôtel du Grand View. L'endroit chic du centre-ville où les cadres emmènent leur maîtresse. Et, caché derrière ces cartes de crédit, un deuxième téléphone. Mes mains tremblent alors que je l'allume. Pas de mot de passe. Elle me prenait vraiment pour un idiot. Les messages me frappent comme des coups physiques. Des mois de messages. Des photos que je ne décrirai pas. Des projets d'escapade de week-end au lac Mills, où l'élite de la ville a ses résidences d'été. Et à travers tout cela, le nom de Jake Turnbull, encore et encore. Jake Turnbull, le patron de Martha, l'homme que j'avais rencontré lors des fêtes d'entreprise, qui m'avait serré la main tout en regardant par-dessus mon épaule à la recherche de quelqu'un de plus important. L'homme qui avait complimenté notre maison tout en planifiant probablement de me voler ma femme. Je reste assis dans le noir pendant des heures, faisant défiler les preuves de la destruction de mon mariage. À l'aube, j'ai pris une décision. Si Martha veut jouer à des jeux, je vais lui apprendre les règles. Mais d'abord, je dois connaître mon ennemi. Jake Turnbull vit à Beacon Hills, la résidence privée où les gens qui ont réussi vont pour se sentir supérieurs au reste d'entre nous. Sa maison est un monument à l'ego, tout en verre et en angle vif, comme sorti d'un magazine. Sa voiture est une Tesla Model S, noire comme son âme et 2 fois plus chère que mon salaire annuel. Je le suis au travail ce matin-là, en restant à 3 voitures derrière comme dans les films. Il conduit comme si la route lui appartenait, coupant la route aux voitures plus petites et grillant les feux orange. Au bureau de Tebold en centre-ville, il se gare dans la section réservée aux cadres et traverse le hall d'entrée comme s'il conquérait un territoire. C'est l'homme que ma femme a choisi à ma place. C'est son roi. L'ironie ne m'échappe pas. Je faisais de la boxe à l'université. Rien de professionnel, juste assez pour savoir comment faire mal à quelqu'un si nécessaire. Jake a l'air de n'avoir jamais donné un coup de poing de sa vie. Mais apparemment, il lance d'autres choses mieux que moi. L'argent, le pouvoir, des promesses qu'il ne peut pas tenir.
Ce soir-là, j'attends quand Martha rentre à la maison. Elle est radieuse, flottant presque à travers la porte avec un sourire qui était autrefois pour moi. Bonne journée au travail, je demande, sans lever les yeux de mon journal. Oh, tu sais, la routine habituelle du monde de l'entreprise. Elle m'embrasse sur le front comme si elle bénissait un enfant. Jake nous a fait travailler tard sur le dossier Morrison. Le mensonge vient si facilement, c'est presque artistique. Je me demande combien de fois elle l'a répété, combien de variations elle a préparées pour différents scénarios. Jake a l'air d'être un patron exigeant, dis-je prudemment. Il attend l'excellence, mais il est juste. Un autre mensonge livré avec l'assurance de quelqu'un qui se croit plus intelligent que tout le monde autour d'elle. Je hoche la tête et plie mon journal. Je suis sûr qu'il apprécie ton dévouement. Elle rayonne à ces mots, passant complètement à côté du ton cassant de ma voix. 23 ans de mariage, et elle ne peut même plus dire quand je suis en colère. C'est peut-être la partie la plus insultante de tout cela. Le lendemain matin, je me fais porter pâle au travail. Au lieu de ça, je conduis jusqu'à l'immeuble de bureau de Thébault et j'attends. À 11h30, Martha et Jake sortent ensemble, marchant juste assez près l'un de l'autre pour suggérer une intimité sans franchir les limites professionnelles. Ils sont doués pour ça. Trop doués. Ce n'est pas leur première liaison. C'est juste la première fois qu'ils se font prendre. Ils se rendent à l'hôtel Grandview dans des voitures séparées, se retrouvant dans le hall avec l'aisance décontractée de la routine. Je leur donne 20 minutes, puis je suis. Le bar de l'hôtel est faiblement éclairé, tout en cuir et en acajou, conçu pour que les gens riches se sentent sophistiqués. Jake a pris une banquette d'angle où ils peuvent chuchoter sans être entendus. Le rire de Martha traverse la pièce, clair et sincère d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des années. Je commande un whisky et je regarde ma femme tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Il ne me remarque pas. Pourquoi le ferait-il? Je ne suis qu'un autre type d'âge mûr dans un costume bon marché. Invisible pour les gens qui comptent. Mais être invisible a ses avantages. L'invisible peut écouter. L'invisible peut planifier. La présentation Morrison s'est parfaitement déroulée, dit Jake, sa main recouvrant celle de Martha sur la table. Tu as été brillante. J'ai appris des meilleurs, répond elle. Et l'adoration dans sa voix me donne envie de casser quelque chose. Il parle affaire pendant un moment, mais sous le langage professionnel coule un courant d'intimité qui me serre la poitrine. Il ne s'agit pas seulement du frisson d'une liaison. Ils tiennent vraiment l'un à l'autre. D'une certaine manière, ça rend les choses pires. Quand ils partent enfin séparément, maintenant leur soigneuse comédie, je suis Jake jusqu'au parking. Sa Tesla brille sous les lumières fluorescentes, un symbole de tout ce qu'il a et que je n'ai pas. Je n'ai jamais rien vandalisé de ma vie. Je paie mes impôts, je tiens les portes aux étrangers et je ramène les caddies à leur place. Mais debout dans ce garage, regardant les feux arrière de Jake disparaître dans la circulation, quelque chose de fondamental change en moi. La clé en croix de mon coffre est lourde dans mes mains. Chaque coup contre sa peinture parfaite libère un peu plus de la rage qui s'est accumulée depuis 3 heures du matin. Quand j'ai fini, la voiture de Jake a l'air d'avoir fait 10 rounds avec un champion poids lourd. Je laisse un mot sous son essuie-glace. Vous vous êtes garé à la mauvaise place. La caméra de sécurité dans le coin filme tout. Sa lumière rouge clignotant comme une accusation. Je lui fais un signe de la main avant de partir. Si Jake veut jouer à des jeux, il devrait savoir avec qui il joue. Cette nuit-là, Martha rentre plus tôt que d'habitude, le visage crispé par l'inquiétude. Tout va bien au travail, je demande, en me versant un verre. Quelqu'un a vandalisé la voiture de Jake dans le parking de l'hôtel. Tu te rends compte? Quel genre de personne fait quelque chose d'aussi mesquin? Je croise son regard par-dessus mon verre de whisky. Probablement quelqu'un qui s'est senti lésé. Les gens font des choses folles quand ils sont poussés à bout. Elle me fixe longuement et je vois l'instant précis où elle commence à soupçonner, mais un soupçon n'est pas une preuve. Et Martha est trop intelligente pour porter des accusations qu'elle ne peut pas étayer. Je suppose que oui, dit-elle finalement. Le lendemain matin, mon téléphone sonne à 7 heures. Numéro inconnu. Monsieur Barrett, ici la détective Collins de la police métropolitaine. Nous aimerions vous poser quelques questions sur un incident à l'hôtel Grandview. Et juste comme ça, le jeu commence. La détective Collins s'avère être une femme d'une 50aine d'années à l'air fatiguée, qui a vu assez de drames domestiques pour les reconnaître depuis l'espace.
Nous nous retrouvons dans un dîner du centre-ville, loin de mon quartier où les amis de Martha pourraient nous voir. Les images de sécurité de l'hôtel vous montrent dans le garage à peu près au moment où le véhicule de Monsieur Turnbull a été endommagé, dit-elle, en remuant du sucre dans un café qui semble déjà dangereusement sucré. Je prenais un verre au bar. Parfois, un homme a besoin de sortir de la maison, vous savez. Et le garage? Je m'y suis garé. Aux dernières nouvelles, ce n'est pas illégal. Elle fait glisser une photo sur la table. Moi, clair comme le jour, tenant une clé en croix comme si je dirigeais un orchestre de destruction. Une explication? J'étudie l'image avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui examine des preuves contre un étranger. On dirait quelqu'un qui passe une mauvaise journée. Est-ce que Monsieur Turnbull a mentionné pourquoi quelqu'un pourrait viser sa voiture en particulier? La détective Collins se penche en arrière dans sa banquette et je vois l'instant exact où elle décide que je ne vaux pas la paperasse. Monsieur Barrett, je fais ce métier depuis 26 ans. Je reconnais une situation domestique quand j'en vois une. Quoi qu'il se passe entre vous, votre femme et son patron, restez dans la légalité. Les dommages matériels restent un crime, même quand vos sentiments sont blessés. J'apprécie le conseil, détective, mais je pense que vous vous trompez de personne. Elle laisse de l'argent pour son café et se lève. Monsieur Turnbull a décidé de ne pas porter plainte. Apparemment, son assurance couvrira les dégâts. Mais si quoi que ce soit d'autre arrive à ses biens, quoi que ce soit, nous aurons une conversation différente. Après son départ, je reste assis dans le dîner pendant encore 1 heure, regardant la circulation s'écouler lentement devant les fenêtres. L'heure de pointe du matin semble différente quand on est au chômage, parce que c'est ce que je suis maintenant. Martha a appelé pendant que je parlais à la police. Les RH veulent me voir lundi matin à la 1re heure. Apparemment, quelqu'un a signalé mon comportement erratique et un potentiel de violence au travail. J'ai qu'agi vite, je lui accorde ça. Mais j'agis plus intelligemment. Lundi matin me trouve dans la salle de conférence stérile de Hartwell Financial, face à 3 personnes qui ont déjà décidé de mon sort. Ma superviseure, Janet, a l'air sincèrement désolée. Le directeur des RH, Peterson, n'arrête pas de regarder sa montre comme s'il avait un rendez-vous plus important. Et l'avocat de l'entreprise, dont je ne saisis pas le nom, prend des notes sur tout ce que je dis. Nous vous plaçons en congé administratif en attendant une évaluation psychologique, annonce Peterson en faisant glisser des papiers sur la table. C'est la procédure standard lorsqu'il y a des inquiétudes quant à la stabilité d'un employé. Quelles inquiétudes, précisément? La police nous a contactés au sujet d'un incident impliquant le superviseur de votre femme. Il y a aussi des rapports indiquant que vous avez fait des commentaires inappropriés sur votre mariage pendant les heures de travail. Je manque de rire. Le bras de Jake est plus long que je ne le pensais. Il ne se contente pas de me voler ma femme. Il démantèle ma vie entière, pièce par pièce. Je vois. Et si je refuse l'évaluation? Alors votre emploi ici prendrait fin immédiatement. Les papiers sont épais de jargon juridique, mais le message est simple, soumets-toi à leur examen psychologique ou perds ton travail. C'est un coup de maître, vraiment. Jake se débarrasse du mari gênant sans se salir les mains. Je signe les documents avec panache. Quand est-ce que je commence à voir le psy de l'entreprise? Le docteur Matthews peut vous voir jeudi à 14 heures. Jeudi. Ça me laisse 3 jours pour me préparer. Je marche vers ma voiture quand une voix m'arrête sur le parking. Monsieur Barrett. Je me retourne pour trouver une femme que je reconnais mais que je ne peux pas placer immédiatement. Grande, élégante, avec des cheveux argentés et le genre de structure osseuse qui suggère une bonne lignée et une meilleure génétique. Elle porte un manteau noir qui coûte probablement plus que ma mensualité de prêt immobilier. Je suis Vivian Castellan, dit-elle en tendant une main manucurée. La femme de Richard. Richard. Il me faut un instant pour associer le nom au visage. Le vrai nom de Jake est Richard Castellan. Martha l'appelait toujours Jake. Apparemment, cela faisait partie de leur petit monde intime. Madame Castellan. Je lui serre la main, notant la force de sa poigne. Je suis désolé, mais je ne pense pas que nous ayons été présentés correctement. Non, mais je sais qui vous êtes. Son sourire est assez aiguisé pour couper du verre. Votre femme a volé mon mari. Oubliez-la. Je vous prendrai. Les mots flottent dans l'air entre nous comme un défi. Autour de nous, le parking poursuit ses activités banales.
Des gens qui montent dans leur voiture, consultent leur téléphone, vivent des vies normales où les épouses ne font pas de propositions aux rivales de leur mari en plein jour. C'est une sacrée offre, parviens-je à dire. C'est une sacrée situation. Elle s'approche et je perçois une touche de parfum coûteux. Richard se croit malin, a batifolé avec votre femme comme un Roméo d'âge mûr, mais il n'est pas aussi discret qu'il le pense. Et vous proposez quoi, exactement? Une satisfaction mutuelle. Ils se sont amusés. Pourquoi pas nous? Je regarde Vivian Castellan. Je la regarde vraiment. Elle est belle de la manière dont l'argent peut rendre quelqu'un beau. Tout en entretien soigné et en coiffure professionnelle. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus dur. Ce n'est pas une victime cherchant du réconfort. C'est une prédatrice qui a trouvé son partenaire de chasse. Votre mari pourrait ne pas apprécier. Mon mari a perdu le droit d'apprécier quoi que ce soit quand il a commencé à apprécier votre femme. Elle sort une carte de son sac et la presse dans ma main. Pensez-y, Miles. Ils nous ont pris quelque chose à tous les deux. Peut-être qu'il est temps que nous reprenions quelque chose. Elle s'éloigne avant que je puisse répondre, ses talons claquant sur l'asphalte avec une précision militaire. La carte dans ma main est en papier cartonné épais, de couleur crème, avec seulement un numéro de téléphone imprimé en une écriture élégante. Je rentre chez moi dans un état second, la proposition de Vivian résonnant dans ma tête. La maison semble différente quand j'entre, plus petite, plus minable, comme si je la voyais à travers ses yeux. Les meubles que Martha et moi avons choisis ensemble ont soudain l'air fatigués et démodés. Les photos de famille sur la cheminée semblent être les preuves d'une vie qui n'existe plus. Martha ne sera pas à la maison avant des heures. Elle travaille encore tard, ce qui signifie qu'elle est probablement dans le lit de Jack. De Richard. En ce moment même, faisant des choses qu'elle a cessé de faire avec moi il y a des années. Je me verse 3 doigts de bourbon et j'appelle le numéro sur la carte de Vivian. Je me demandais quand vous appelleriez, dit-elle sans préambule. Où voulez-vous qu'on se voie? Chez moi. Richard est au bureau jusqu'à 20 h, en train de planifier son prochain geste romantique pour votre femme. La maison des Castellan fait passer mon quartier pour un parc de caravanes. C'est l'une de ces monstruosités modernes qui crient l'argent. Tout en verre, en acier et en égo architectural. L'allée pourrait contenir 6 voitures. La pelouse a l'air d'avoir été tondue avec des ciseaux à ongles. Vivian ouvre la porte vêtue d'un chemisier en soie et d'un jean foncé qui coûte probablement plus que ma mensualité de voiture. Elle me fait traverser des pièces qui semblent appartenir à un musée. Lignes épurées et arts coûteux. Un verre, demande-t-elle, se dirigeant vers un bar mieux approvisionné que la plupart des restaurants. La même chose que vous. Elle verse 2 verres de quelque chose d'ambré et m'entend un. À de nouveaux partenariats. Nous buvons, nous étudiant mutuellement comme des joueurs d'échecs planifiant leur premier coup. L'alcool brûle, mais c'est une bonne brûlure. Le genre qui vient de bouteilles dont je ne peux pas lire les étiquettes. Depuis combien de temps savez-vous, je demande. Pour Richard et votre femme. 3 mois. Depuis combien de temps savez-vous? 3 jours. Elle rit. Et il n'y a pas d'humour dans son rire. Vous êtes en retard, Miles. Il planifie ça depuis un moment. Richard pense qu'il va me quitter pour elle. Le fera-t-il? Il faudra me passer sur le corps. Elle prend une autre gorgée. Ses yeux ne quittent jamais les miens. J'ai construit cette vie, Miles. J'ai payé les études de commerce de Richard. Je l'ai introduit auprès de toutes les relations importantes qu'il a. Je l'ai transformé en l'homme que votre femme croit aimer. Alors pourquoi ne pas simplement divorcer? Parce que divorcer signifie partager les biens. De cette façon, quand j'en aurai fini avec lui, il n'aura plus rien à partager. Le calcul dans sa voix est à couper le souffle. Vivian n'a pas le cœur brisé. Elle est furieuse. Et la fureur, bien canalisée, peut accomplir des choses remarquables. Que aviez-vous en tête? Au lieu de répondre, elle pose son verre et s'approche. Sa main touche ma joue, et je réalise qu'il ne s'agit pas seulement de vengeance. Vivian est sincèrement attirée par l'idée de moi, le mari bafoué, l'outsider, l'homme que son mari pense pouvoir écarter. Il pense que nous sommes pathétiques, dit-elle doucement. Les conjoints abandonnés, trop vieux et trop ennuyeux pour rivaliser avec leur grande passion. Et si nous leur montrions à quel point ils ont tort?
Ses lèvres ont le goût de whisky cher et de possibilités dangereuses. Quand nous nous séparons enfin, elle sourit comme si elle venait de gagner quelque chose d'important. Richard travaille tard ce soir, murmure-t-elle contre mon oreille. Il ne rentrera pas avant minuit. Ce qui suit n'est pas de l'amour. Ce n'est même pas vraiment une question de désir, bien que Vivian soit indéniablement séduisante. C'est une question de pouvoir. Reprendre quelque chose qui a été volé, revendiquer un territoire qui était censé être interdit. Après, nous sommes allongés dans son lit ridiculement cher, planifiant notre prochain coup comme des généraux traçant une campagne. La présentation du dossier Morrison, c'est demain, dit-elle en traçant des motifs sur ma poitrine avec un doigt. Richard travaille dessus depuis des mois. C'est censé être son grand moment, l'affaire qui fera de lui un associé senior. Et si quelque chose tournait mal? Et si la présentation était compromise? J'y réfléchis. Vous voulez que je sabote son travail? Je veux que vous lui rappeliez que les actions ont des conséquences. Elle s'assoit, ses cheveux tombant sur ses épaules comme un rideau d'argent. Richard se croit intouchable parce qu'il a réussi. Mais le succès est fragile, Miles. Il suffit d'une seule erreur pour que tout s'effondre. Le plan qu'elle expose est élégant dans sa simplicité. Richard conserve les fichiers de sa présentation sur un serveur partagé auquel Vivian a accès. L'un des avantages d'être marié à quelqu'un qui vous fait entièrement confiance. Quelques suppressions stratégiques, des fichiers corrompus, et le grand moment de Jake devient sa plus grande humiliation. Et Martha, je demande. Quoi, elle? Elle fait partie de son équipe. Si la présentation échoue, elle sera aussi touchée. Le sourire de Vivian pourrait geler une flamme. Bien. Peut-être qu'elle apprendra que coucher avec les maris des autres a des conséquences. Je rentre chez moi à minuit, la tête pleine de possibilités. La maison est sombre. Martha travaille encore tard. Je me verse un autre verre et m'assois dans mon bureau, fixant les photos de famille sur mon bureau. Notre jour de mariage, des vacances avec les enfants, des matins de Noël qui semblent s'être produits pour quelqu'un d'autre. 23 ans, 2 enfants, une hypothèque, des comptes bancaires communs, des rêves partagés qui, apparemment, n'étaient pas si partagés que je le pensais. Mon téléphone vibre. Un texto de Martha. Ne m'attends pas. Grosse journée demain. Je supprime le message sans répondre. Demain sera plus grand qu'elle ne le pense. La présentation Morrison est prévue à 10h dans la salle de conférence principale de Theobald. Je me positionne de l'autre côté de la rue, dans un café avec des baies vitrées, armé de jumelles et d'une place au premier rang pour assister à la chute de Jake. À 9h30, je le vois entrer d'un pas assuré dans le bâtiment, confiant et autoritaire. À 9h45, Martha suit, l'air professionnel et impeccable d'une manière qui me serre le cœur. À 10h15, Jake sort en trombe du bâtiment comme s'il avait été tiré d'un canon, le visage rouge de rage et d'humiliation. Martha le suit de près, son sang-froid professionnel se fissurant. Mon téléphone sonne. Ça a parfaitement fonctionné, dit Vivian, et je peux entendre la satisfaction dans sa voix. Richard vient de m'appeler en hurlant à propos de difficultés techniques et de fichiers corrompus. Apparemment, les gens de Morrison sont partis au bout de 15 minutes. Et Martha? Votre femme a essayé de sauver la situation, mais sans les documents de présentation, elle avait l'air d'une amatrice. J'ai entendu dire que Morrison confiait son affaire à Brennan & Associates. Brennan & Associates, le plus grand concurrent de Theobald. Perdre le contrat Morrison ne nuira pas seulement à la carrière de Jake, cela pourrait la détruire entièrement. Phase interminée, dis-je, en regardant Jake faire les 100 pas devant le bâtiment comme un animal en cage. Oh, Miles, ronronne Vivian au téléphone. Nous ne faisons que commencer. Ce soir-là, Martha rentre à la maison avec l'air d'avoir traversé une guerre. Sa coiffure parfaite est en désordre, son maquillage a coulé. Elle laisse tomber son sac à main près de la porte et se dirige directement vers la cave à vin. Dure journée, je demande, sans prendre la peine de cacher mon amusement. La pire. Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Elle se verse un généreux verre de Pinot Grigio et en boit la moitié d'une seule traite. Jake pense que quelqu'un a saboté la présentation, mais c'est faux. Qui ferait une chose pareille? Je n'imagine pas, dis-je, levant mon propre verre dans un simulacre de toast à des jours meilleurs. Elle boit à cela, manquant complètement l'ironie.
Alors qu'elle monte prendre une douche pour se laver de sa défaite, je m'autorise un petit sourire. Jake est peut-être le roi de Martha, mais chaque roi doit apprendre que même les pions peuvent renverser des trônes. Mon téléphone vibre avec un texto de Vivian. Dîner demain. J'ai des idées pour la phase 2. Je réponds par texto. J'ai hâte. Et c'est vrai. Pour la première fois depuis des mois, j'ai hâte de quelque chose. Le docteur Matthews a le genre de bureau conçu pour que les fous se sentent sains d'esprit et que les gens sains d'esprit remettent en question leur propre réalité. Lumière douce, tout est beige, et un canapé qui coûte probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Elle est plus jeune que je ne m'y attendais, peut-être 40 ans, avec des yeux bienveillants et le sourire patient de quelqu'un qui a entendu toutes les histoires tristes du monde. Parlez-moi de votre mariage, Miles. Quelle partie? Les 23 ans de bonheur ou la partie où ma femme a décidé de passer à un modèle plus récent? Commençons par ce que vous ressentez en ce moment. En ce moment, je me sens comme un homme qui jouait aux échecs alors que tout le monde jouait au poker. Il s'avère que je ne savais même pas à quel jeu nous jouions. Elle prend des notes sur sa tablette, me classant probablement comme un tireur potentiel en milieu de travail ou une statistique de violence domestique. L'ironie, c'est que je ne me suis jamais senti aussi calme, concentré, comme si je comprenais enfin les règles. Avez-vous envisagé que votre femme puisse traverser une crise de la quarantaine? Parfois, les gens prennent de mauvaises décisions lorsqu'ils se sentent incertains de leur vie. De mauvaises décisions. Je laisse cette expression flotter dans l'air. C'est comme ça qu'on appelle l'adultère maintenant? Je n'excuse pas son comportement. Je suggère que les gens sont complexes et que les relations peuvent être réparées si les deux parties sont prêtes à faire le travail. Dr Matthews, laissez-moi vous poser une question. Si quelqu'un volait votre voiture, voudriez-vous arranger les choses avec lui ou voudriez-vous récupérer votre voiture? C'est une analogie intéressante. Ce n'est pas une analogie. Ma femme est ma voiture et quelqu'un l'a volée. Je veux la récupérer. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais le docteur Matthews n'a pas besoin de le savoir. La vérité est plus compliquée. Je ne veux pas récupérer Martha. Je veux que Jake la perde. Je veux qu'il comprenne ce que ça fait de se faire arracher quelque chose de précieux. Après la séance, je conduis jusqu'à la maison de Vivian. Elle attend avec du champagne et un sourire qui promet des ennuis. Comment ça s'est passé avec le psychiatre de l'entreprise? Elle pense que je suis un oiseau blessé qui a besoin de guérir. Je la laisse le penser. Malin. Richard a posé des questions sur vous, où vous travaillez, quel genre d'homme vous êtes. Il commence à vous voir comme une menace. Bien. Il le devrait. Nous sommes assis dans son salon, entourés des butins du succès de Jake. Tout ici est un rappel de ce qu'il a construit, de ce qu'il risque de perdre. L'art sur les murs, les tapis persans, la vue sur le lac à travers des fenêtres qui coûtent plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. J'ai quelque chose à vous montrer, dit Vivian en sortant une tablette de la table d'appoint. L'écran montre des images de sécurité du parking de Thebold, pas de l'hôtel, mais de l'immeuble de bureau. Jake et Martha, pensant être seuls, enlacés dans une étreinte qui ne laisse aucun doute sur leur relation. Comment avez-vous obtenu ça? Richard n'est pas le seul à avoir des relations. L'entreprise de sécurité qui surveille Thebold s'occupe également de plusieurs de mes événements caritatifs. C'est incroyable ce que les gens sont prêts à faire pour un don généreux. Je regarde ma femme embrasser un autre homme avec une passion qu'elle ne m'a pas montrée depuis des années. Ça devrait faire plus mal que ça. Au lieu de ça, je ressens une froide satisfaction. Des preuves. Que allez-vous faire avec ça? Ça dépend. À quel point voulez-vous leur faire du mal? La question flotte entre nous comme une arme chargée. Il y a 3 jours, j'aurais dit que je voulais juste récupérer ma femme. Mais il y a 3 jours, je croyais encore au fair play et aux secondes chances. Maintenant, je comprends que certains jeux n'ont pas de règles. Que aviez-vous en tête? Le plan de Vivian est diabolique dans son élégance. Le gala annuel d'appréciation des clients de Thebold a lieu vendredi prochain, le plus grand événement de l'année où l'entreprise se met en valeur pour ses clients les plus importants. Jake sera là, jouant le cadre prospère. Martha sera là, jouant l'employé dévoué. Et Vivian et moi serons là, ensemble, jouant le couple heureux qui a trouvé l'amour dans les cendres de leur mariage brisé. Vous voulez rendre notre liaison publique? Je veux rendre leur liaison publique. La nôtre n'est que le moyen de livraison. Elle remplit nos verres,
ses mouvements précis et calculés. Richard a bâti sa réputation sur le fait d'être un homme de famille, le cadre stable à qui l'on peut confier des contrats importants. Que advient-il de cette réputation quand tout le monde sait qu'il couche avec une subordonnée? Et Martha? La carrière de votre femme est basée sur le fait d'être la coéquipière fiable, celle qui obtient des résultats grâce à un travail acharné et à son dévouement. Que arrive-t-il quand tout le monde sait qu'elle obtient des résultats par d'autres méthodes? C'est magnifique, vraiment. Un soir, une apparition publique, et leurs deux vies professionnelles implosent. Pas de violence, pas d'activité illégale, juste la vérité livrée au pire moment possible. Il y a un problème, je fais remarquer. Comment est-ce qu'on se fait inviter à leur fête d'entreprise? Le sourire de Vivian s'élargit. Laissez-moi m'en occuper. L'invitation arrive le mercredi matin. Papier cartonné gaufré avec des lettres dorées. M et Madame Miles Barrett sont cordialement invités au gala annuel d'appréciation des clients de Tebold Advertising. Tenue de soirée facultative. RSVP requis. Martha la trouve sur le comptoir de la cuisine en rentrant d'une autre réunion tardive. Comment avons-nous été invités à ça, demande-t-elle, sa voix soigneusement neutre. Peut-être que quelqu'un pense que ça nous plairait. Tu parles toujours de ces événements d'entreprise. Mais tu détestes les fêtes d'entreprise. Peut-être que j'essaie d'être plus solidaire de ta carrière. Je lève les yeux de mon journal, croisant son regard. À moins que tu ne préfères que je n'y aille pas, non, bien sûr que non. C'est juste inattendu. Elle essaie de calculer les angles, de comprendre comment ma présence pourrait compliquer sa soirée. Je peux presque voir les rouages tourner derrière ses yeux. Est-ce que Jake sera là? Richard. Son nom est Richard? La correction vient automatiquement. Puis elle se reprend. Je veux dire, Monsieur Castellan. Oui, il sera là. La plupart des cadres supérieurs y seront. Super. J'ai hâte de le rencontrer comme il se doit. Cette nuit-là, elle passe 3 appels depuis la salle de bain, avec l'eau qui coule. Je n'ai pas besoin d'entendre les conversations pour savoir de quoi il s'agit. Gestion de crise, planification d'urgence, comment gérer une soirée où son mari et son amant seront dans la même pièce. La séance de jeudi avec le docteur Matthews se déroule sans accroc. Je joue le rôle du mari confus et blessé qui essaie de sauver son mariage. Elle gobe tout, prenant des notes sur les progrès et les mécanismes d'adaptation sains. Avez-vous parlé à votre femme de la thérapie de couple? Elle a été si occupée au travail dernièrement. Peut-être après ce grand projet sur lequel elle travaille. Quel genre de projet? Quelque chose avec son patron. Ils ont passé beaucoup de nuits tardives ensemble. Le docteur Matthews hoche la tête avec sympathie, manquant complètement le sous-entendu. Parfois, les gens n'entendent que ce qu'ils s'attendent à entendre. Le vendredi soir arrive avec le poids du destin. Je loue un smoking. Rien d'extraordinaire, mais assez respectable pour l'occasion. Martha passe 2 heures à se préparer, sortant de notre chambre, transformée. Elle porte une robe noire que je n'ai jamais vue auparavant, assez décolletée pour faire une déclaration. Ses cheveux sont parfaits, son maquillage impeccable. Elle est magnifique. On dirait qu'elle s'habille pour quelqu'un d'autre. Tu es éblouissante, je lui dis, et je le pense. Merci. Elle semble surprise par le compliment, comme si elle avait oublié que j'étais capable de la remarquer. Le trajet jusqu'à l'hôtel est silencieux. Martha consulte constamment son téléphone, probablement en coordination avec Jake sur la manière de gérer la soirée. Je conduis prudemment, savourant l'anticipation. La salle de bal de l'hôtel Grandview est pleine des meilleurs cadres et clients de Tebold, se mêlant autour de cocktails et de conversations légères. Martha disparaît immédiatement dans la foule, gravitant vers ses collègues comme un aimant vers le nord. Je prends un verre au bar et je balaie la pièce du regard à la recherche de Jake. Je le repère près des fenêtres, tenant la cour avec un groupe d'hommes à l'allure importante en costume cher. Il est animé, confiant, complètement dans son élément. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Miles Barrett. Je me retourne pour trouver une femme qui s'approche. Grande, aux cheveux argentés, dévastatrice d'une manière qui fait paraître toutes les autres femmes de la pièce comme des amatrices. Vivian Castellan, transformée par une tenue de soirée et un éclairage soigné en quelque chose qui appartient aux couvertures de magazines. Madame Castellan, vous êtes incroyable. Merci. Devrions-nous faire une entrée? Elle prend mon bras et nous entrons dans la foule comme si l'endroit nous appartenait.
Les conversations s'arrêtent, les têtes se tournent. J'aperçois Martha de l'autre côté de la pièce, son visage figé par le choc. C'est la femme de Richard, murmure quelqu'un. Qui est l'homme avec elle? N'est-ce pas le mari de Martha Barrett? Les chuchotements nous suivent alors que nous nous déplaçons à travers la fête. Vivian joue son rôle à la perfection, touchant mon bras, riant à mes blagues, me regardant comme si j'étais l'homme le plus fascinant de la pièce. Jake nous remarque quand nous sommes à environ 3 mètres. Son visage passe par une série d'expressions, confusion, reconnaissance, et enfin, rage. Vivian, dit-il, sa voix soigneusement contrôlée. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Surprise, chérie. Je pensais qu'il était temps que je rencontre tes collègues comme il se doit. Elle serre mon bras. Richard, voici Miles Barrett. Je crois que tu connais sa femme. La présentation flotte dans l'air comme un défi. Les yeux de Jake passent de Vivian à moi, essayant de calculer ce que nous savons, l'étendue des dégâts que nous pouvons causer. Monsieur Barrett, j'ai tant entendu parler de vous. Que des bonnes choses, j'espère. Martha parle souvent de vous. J'en suis sûr. Je prends une gorgée de mon verre, laissant le moment s'étirer. Elle parle aussi assez souvent de vous. La mâchoire de Jake se crispe, mais il ne peut pas répondre sans en révéler trop. Autour de nous, la fête continue, mais je peux sentir l'attention se concentrer sur notre petit groupe. Les gens sentent le drame comme les animaux sentent les orages. Dansez avec moi, Miles, dit soudain Vivian. L'orchestre joue quelque chose de lent et romantique. Vivian se glisse dans mes bras comme si elle y appartenait, et nous glissons sur la piste de danse sous le lustre de cristal. Tous les yeux dans la pièce nous suivent. Regarde Richard, murmure-t-elle contre mon oreille. Jake est figé près des fenêtres, son visage un masque de fureur à peine contenu. À côté de lui, Martha est apparue, sa propre expression indéchiffrable. Il parle, j'observe. Il panique. Ça ne faisait pas partie de leur plan. La chanson se termine, mais Vivian ne s'éloigne pas. Au lieu de cela, elle me regarde avec des yeux qui pourraient faire fondre l'acier, se dresse sur la pointe des pieds et m'embrasse. Pas un baiser social poli, pas une bise amicale, un vrai baiser, le genre qui fait des déclarations et déclenche des guerres. Quand nous nous séparons, la salle de bal est devenue complètement silencieuse. Merci pour la danse, dit-elle, assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende. Jake se dirige déjà vers nous, le visage rouge de rage. Mais avant qu'il ne puisse nous atteindre, Vivian me prend la main et me conduit vers la sortie. Où allons-nous? Quelque part de privé. Laissons-les se demander ce que nous faisons. Nous nous éclipsons par une porte latérale qui mène au jardin de l'hôtel. L'air de la nuit est frais contre ma peau échauffée, et je peux entendre les sons étouffés de la fête à travers les fenêtres. C'était une sacrée performance, dis-je. Qui a dit que je jouais la comédie? Elle est si proche que je peux voir les paillettes d'or dans ses yeux verts. Cette femme est dangereuse d'une manière que je commence seulement à comprendre. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, on les laisse mariner. Richard passera le reste de la soirée à se demander ce que nous faisons, à qui nous parlons, à quel point son monde est sur le point de changer. Et demain tu vas faire quelque chose qui fera paraître ce soir subtil. Mon téléphone vibre avec un texto de Martha. Où es-tu? Je montre le message à Vivian, qui rit. Dis-lui que tu prends l'air. Je tape, je prends l'air. Je profite de la soirée. 3 points apparaissent immédiatement, puis disparaissent, puis réapparaissent. Finalement, reviens à l'intérieur. Elle est nerveuse, observe Vivian. Elle a de quoi. Nous restons dans le jardin pendant encore 1 heure, laissant Martha et Jake s'interroger et s'inquiéter. Quand nous retournons enfin dans la salle de bal, l'ambiance de la fête a changé. Les gens nous regardent, chuchotent derrière leurs mains, tirant des conclusions qui ne sont pas entièrement fausses. Jake me coince au bar pendant que Vivian se repoudre le nez. Je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer, dit-il, la voix basse et menaçante. Mais tu n'es pas de taille. Ah oui? Parce que de mon point de vue, il semble que je sois exactement là où je dois être. Reste loin de ma femme. C'est drôle. J'allais te dire la même chose. Sa main se crispe autour de son verre, et pendant un instant, je pense qu'il pourrait vraiment me frapper. Mais nous sommes entourés de ses collègues et de ses clients. Toute violence détruirait ce qui reste de sa réputation professionnelle.
Ce n'est pas fini, dit-il finalement. Non, j'acquiesce. Ça ne l'est pas, Martha ne m'adresse pas la parole pendant le trajet de retour. Elle regarde par la fenêtre passager comme si elle essayait de résoudre une énigme, ses doigts tambourinant sur son sac à main. Tu as aimé la fête, je demande alors que nous entrons dans notre allée. C'était bien. Vivian Castellan semble gentille. Très attentionnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, juste une observation. Elle me suit dans la maison, ses talons claquant sur le parquet comme un orage qui approche. Miles, qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu dire? Ne fais pas l'idiot. Tu te pointes à la fête de mon entreprise avec la femme de Richard, en agissant comme si vous sortiez ensemble. Les gens parlent. Laisse-les parler. Ça affecte ma carrière. Les mots explosent hors d'elle avec plus de force qu'elle ne l'avait prévu. Nous nous tenons dans notre salon, face à travers 23 ans de mariage, et je la vois clairement pour la première fois depuis des mois. Ta carrière, je répète lentement. Celle où tu travailles tard tous les soirs avec ton patron. Celle qui est soudainement si importante que tu n'as plus de temps pour ton mari. Ce n'est pas comme ça. C'est comment, Martha? Elle ouvre la bouche pour répondre, puis la referme. Nous savons tous les deux qu'elle ne peut pas expliquer sans mentir. Et nous savons tous les deux que je verrai le mensonge. Je vais me coucher, dit-elle finalement. Fais mes amitiés à Jake quand tu lui enverras un texto ce soir. Elle se fige à mi-chemin des escaliers. Quoi? Rien. Dors bien. Mais elle ne dormira pas bien. Aucun d'eux ne le fera. Mon téléphone vibre avec un message de Vivian. La phase 2 commence demain. Retrouve-moi au gymnase de la 5e rue à midi. Je ne suis jamais allé au gymnase de la 5e rue, mais je connais le genre. Le genre d'endroit où les gens sérieux vont pour frapper des choses légalement. Quand j'arrive, Vivian est déjà là, vêtue de vêtements de sport qui coûtent probablement plus que mon budget d'épicerie mensuel. Tu boxes, dit-elle. Ce n'est pas une question. Je le faisais. À l'université. Bien. Tu auras besoin de ces compétences. Elle me guide à travers le gymnase jusqu'à une femme d'une trentaine d'années qui travaille sur un sac de frappe avec le genre de précision qui vient d'années de pratique. Ses mouvements sont fluides, économiques, dévastateurs. Miles, voici Louise Vega. Elle gère cet endroit. Louise s'arrête de frapper assez longtemps pour me serrer la main. Sa poigne pourrait écraser des noix. Vivian me dit que tu as des problèmes avec un tyran au travail. Quelque chose comme ça. Eh bien, tu es au bon endroit. Rien ne renforce plus la confiance que de savoir que tu peux te débrouiller dans une confrontation. Pendant l'heure suivante, Louise me fait suivre un entraînement que je n'ai pas tenté depuis 20 ans. Mon corps se souvient de plus de choses que mon esprit ne s'y attendait. Le jeu de jambes, les combinaisons, le rythme de l'attaque et de la défense. Pas mal pour un vieil homme, dit Louise alors que je travaille sur le sac de frappe. Tu as une bonne forme, une puissance naturelle. Merci. Tu penses que Richard Castellan s'est déjà battu pour de vrai, demande Vivian, en s'épongeant avec une serviette après son propre entraînement. J'en doute. Pourquoi? Juste curieuse de savoir quel genre d'homme vole la femme d'un autre homme. Louise sourit. Le genre qui ne s'est jamais fait refaire le nez. Ces types-là pensent toujours qu'ils sont plus durs qu'ils ne le sont. Après l'entraînement, Vivian et moi prenons un café dans un endroit près du gymnase. Elle rayonne d'endorphine post-exercice et d'anticipation pré-vengeance. Le désastre du dossier Morrison a mis Richard sur les nerfs, rapporte-t-elle. Il a passé des appels tout le week-end pour essayer de sauver la situation. Apparemment, l'entreprise envisage un partenariat avec Brennan & Associates à la place. Ça doit faire mal. Ça s'améliore. Les associés seniors remettent en question son jugement. On parle de restructurer son département. Et Martha? Votre femme essaie de se distancier de l'échec. Elle a dit aux gens que les problèmes techniques n'étaient pas de sa faute, qu'elle ne faisait que suivre les directives de Richard. Le café a un goût amer, mais je le bois quand même. Pas de loyauté entre voleurs. Il y a plus. Richard boit beaucoup. Hier, il s'est présenté à une réunion avec un client, manifestement avec la gueule de bois. Aujourd'hui, il s'est fait porter pâle. La pression le ronge. La pression ne fait que commencer. Vivian se penche sur la table, ses yeux brillants d'anticipation.
Ce soir, Richard dîne avec les gens de Morrison. Une dernière tentative pour sauver le contrat. Il les rencontre chez Laurent, ce restaurant français du centre-ville. Et tu seras là aussi, avec moi, pour notre propre dîner romantique à la table juste à côté de la leur. L'audace de la chose me coupe le souffle. C'est jouer avec le feu. Le feu n'est dangereux que si on ne le contrôle pas. Chez Laurent est le genre de restaurant où les gens importants vont pour conclure des affaires importantes. L'éclairage est tamisé, les prix sont ridicules, et les serveurs traitent chaque client comme un roi en visite. Vivian a réservé une table avec une vue parfaite sur l'endroit où Jake mènera son opération de contrôle des dégâts. Nous arrivons les premiers, nous installant à nos places juste au moment où Jake entre avec 3 personnes que je ne reconnais pas. L'équipe Morrison, probablement. Il a l'air hagard, plus vieux que son âge, comme un homme qui fuit quelque chose et ne peut pas reprendre son souffle. Pile à l'heure, murmure Vivian en levant son verre de vin. Jake ne nous remarque pas immédiatement. Il est trop concentré sur ses convives, s'efforçant de charmer des gens qui ne veulent clairement pas être charmés. Son rire est trop fort. Ses gestes trop amples. Le désespoir a une odeur, et elle flotte à travers le restaurant. C'est pénible à regarder, j'observe. Ça va empirer. Vivian fait signe au serveur, qui s'approche avec la déférence réservée aux clients réguliers qui donnent de bons pourboires. Pourriez-vous envoyer une bouteille de votre meilleur champagne à la table 7, demande-t-elle gentiment. Avec nos compliments. Certainement, Madame Castellan. Un message? Dites-leur que c'est de la part de M et Madame Barrett. Nous célébrons un nouveau départ. Le serveur hoche la tête et s'éloigne gracieusement. Jake ne nous a toujours pas vus, mais ça va changer. Le champagne arrive en grande pompe, seau à glace, flûte en cristal, toute la production. Jake a l'air confus lorsque le serveur explique le cadeau, puis suit le geste de l'homme vers notre table. Son visage devient blanc quand il nous voit. Vivian lève son verre pour un toast, son sourire radieux. Je fais de même, croisant le regard de Jake avec un calme que je ne ressens pas entièrement. À de nouveaux partenariats, dit Vivian assez fort pour être entendu. Jake s'excuse auprès de sa table et s'approche de nous, le visage un masque de fureur à peine contenu. Qu'est-ce que vous foutez ici? Nous dînons entre amis, je réponds calmement. Bel endroit. Super ambiance. C'est du harcèlement. C'est un restaurant public. Nous avons autant le droit d'être ici que vous. Un des membres de l'équipe Morrison observe notre interaction avec intérêt. Jake se rend compte que toute scène qu'il fera ne fera que renforcer son image de quelqu'un qui a perdu le contrôle. Bon appétit, dit-il entre ses dents serrées et retourne à sa table. Mais le mal est fait. L'équipe Morrison ne cesse de jeter des regards dans notre direction, se demandant clairement dans quelle dynamique relationnelle ils sont tombés. La soirée déjà difficile de Jake est devenue impossible. 20 minutes plus tard, les gens de Morrison s'excusent et partent. Jake reste seul à sa table, fixant son plat intact comme s'il contenait les réponses à tous ses problèmes. Devrions-nous aller le consoler, demande Vivian innocemment. Je pense qu'il a besoin d'un peu de temps seul avec ses pensées. Nous terminons notre dîner lentement, savourant à la fois la nourriture et la détresse évidente de Jake. Quand nous partons enfin, il est toujours assis là, un homme brisé dans un costume cher. Phase 2 terminée, dit Vivian alors que nous marchons vers nos voitures. Quelle est la phase 3? La phase 3, c'est quand tu diras à Richard exactement ce que tu penses de lui, en public, là où ça compte. Elle m'embrasse pour me dire bonne nuit. Un autre vrai baiser, le genre qui fait des déclarations, et s'en va dans sa Mercedes argentée. Je regarde ses feux arrière disparaître dans la circulation, puis je reste assis dans ma propre voiture un long moment, assimilant ce que je suis devenu. Il y a 3 semaines, j'étais un mari fidèle essayant de sauver son mariage. Ce soir, je suis un homme qui planifie la destruction de tous ceux qui m'ont fait du tort. La transformation devrait me perturber plus qu'elle ne le fait. Quand je rentre à la maison, Martha attend dans le salon, toujours dans sa robe, mais avec le maquillage coulé et les cheveux en désordre. Il faut qu'on parle, dit-elle. Vraiment? Miles, je sais comment ça peut paraître, mais... Comment ça paraît, Martha? Comme si tu avais une liaison avec la femme de Richard? Je me verse un verre et m'installe dans mon fauteuil, étudiant ma femme comme si elle était un spécimen de laboratoire. Et si c'est le cas, alors tu détruis nos 2 vies pour rien. Pour rien. Je goûte les mots comme du vin. C'est intéressant.
Tu penses que j'ai besoin d'une raison pour continuer ma vie. Ce n'est pas ça. Tu fais ça pour me faire du mal. Pourquoi voudrais-je te faire du mal, Martha? Tu es ma femme. Nous avons prononcé des vœux. Les mots la frappent comme des gifles. Elle sait que je sais. La seule question est de savoir à quel point. Miles, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu as travaillé tard tous les soirs depuis 6 mois? Comment tu as soudainement besoin d'un deuxième téléphone pour le travail? Comment tu as fait des voyages d'affaires dans des endroits où T-Ball n'a pas de clients? Chaque question atterrit avec une précision chirurgicale. Le visage de Martha s'effondre alors qu'elle réalise que ses tromperies soigneusement élaborées se sont effilochées pendant qu'elle ne regardait pas. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. La seule question est de savoir ce que nous allons faire. Qu'est-ce que tu veux? La question flotte entre nous comme un pont que je peux soit traverser, soit brûler. Il y a 3 semaines, j'aurais dit que je voulais récupérer ma femme, mon mariage, ma vie revenue à sa routine confortable. Mais c'était avant de comprendre le jeu auquel nous jouions vraiment. Je veux que tu sois heureuse, Martha. Je veux que tu aies tout ce que tu mérites. Elle a l'air confuse par ma réponse, comme si elle s'attendait à des menaces ou des ultimatums. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous parlerons plus demain. Après que tu aies eu le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Je finis mon verre et monte, la laissant seule avec ses pensées et sa culpabilité. Demain, le vrai jeu commence. Le samedi matin apporte la pluie et la révélation. Je me réveille pour trouver le côté du lit de Martha vide et froid. Elle a passé la nuit dans la chambre d'amis, répétant probablement des explications qui pourraient sauver l'insauvable. Mon téléphone affiche 3 appels manqués de Vivian et un texto. Réunion d'urgence, café sur Elm, 9h. Le café est l'un de ces endroits délibérément miteux où les hipsters vont pour se sentir authentiques. Vivian détonne parmi les baristas percés et les philosophes à ordinateur portable, mais elle a choisi l'endroit pour son anonymat. Richard sait, dit-elle sans préambule. C'est quoi? Pour nous? Pour le sabotage de la présentation? Pour tout. Je sirote mon café, qui a le goût d'avoir été infusé dans une chaussette de sport, et j'attends les détails. Il m'a confronté ce matin. Apparemment, il me fait suivre. Par qui? Un détective privé. L'homme a des photos de nous ensemble, des enregistrements de nos conversations téléphoniques, même des reçus d'hôtel d'endroits où nous ne sommes jamais allés. Des reçus d'hôtel? Richard a monté de fausses preuves, faisant croire que nous avons une liaison depuis des mois, avant même que nous sachions pour lui et votre femme. Les implications me frappent comme un train de marchandises. Jake ne se contente pas de défendre son territoire. Il passe à l'offensive, construisant un dossier qui nous fait passer pour les agresseurs. Quel genre de preuves? Vivian fait glisser une enveloppe Kraft sur la table. À l'intérieur se trouvent des photographies qui pourraient mettre fin à mon mariage et détruire ma réputation. Moi entrant dans la maison de Vivian. Nous nous embrassant dans son jardin. Des images prises avec des téléobjectifs qui donnent à des rencontres innocentes un air sordide. Il prévoit de les montrer à votre femme. Quand? Aujourd'hui. Il a déjà fixé un rendez-vous avec Martha pour cet après-midi. J'étudie les photos plus attentivement. Elles sont bonnes, de qualité professionnelle, parfaitement synchronisées pour causer un maximum de dégâts. Mais elles sont aussi fausses sur des points cruciaux. Les eurodatages indiquent des dates où j'étais au travail, ce qui est prouvable par des images de sécurité et des témoignages. Jake a fait une erreur, je réalise. Quel genre d'erreur? Ces photos sont datées du mois dernier, mais je peux prouver que j'étais ailleurs. Il a été négligent dans sa fabrication. Les yeux de Vivian s'illuminent de compréhension. Donc, quand il les montrera à votre femme, elle saura qu'il ment. Et s'il ment à ce sujet, sur quoi d'autre ment-il? Mais ça nous laisse toujours un problème. Richard ne va pas s'arrêter là. Il va continuer à escalader jusqu'à ce que l'un de nous craque. Alors nous escaladons les premiers. Le plan que nous élaborons au cours de l'heure suivante est plus risqué que tout ce que nous avons tenté auparavant. Mais Jake nous a forcé la main. S'il veut jouer salement, nous lui montrerons ce que sale signifie vraiment. Le pique-nique de l'entreprise, c'est le week-end prochain, explique Vivian. Tradition annuelle. Tous les employés et leurs familles, plus les clients importants. Très public, très visible. Et
Et Richard fait toujours un discours. Quelque chose d'inspirant sur le travail d'équipe et les valeurs de l'entreprise. Et si le discours de cette année incluait quelques révélations inattendues? Quel genre de révélation? Elle sort une autre enveloppe. Celle-ci est épaisse de documents. Richard a truqué les comptes. Rien d'illégal. Il est trop malin pour ça. Mais il a gonflé les chiffres de performance de son département, s'attribuant le mérite du travail des autres, et a généralement bâti sa réputation sur des mensonges. Comment avez-vous obtenu ça? Je suis marié avec lui depuis 15 ans. Je sais où il garde ses vrais dossiers. Les documents racontent une histoire de tromperie systématique. Des projets que Jake prétendait avoir gérés étaient en fait gérés par des subordonnés. Des clients qu'il aurait soi-disant décrochés étaient hérités de précédents gestionnaires de comptes. Même sa célèbre présentation Morrison était en grande partie le travail de Martha, reconditionnée avec son nom dessus. Ça le détruit, dis-je en parcourant les pages. Complètement. Mais ça détruit aussi votre femme. Elle a été complice dans la plupart de ses affaires, l'aidant à s'attribuer le mérite des réussites des autres. Bien. Le mot sort plus durement que je ne l'avais prévu, nous surprenant tous les deux. Vivian étudie mon visage comme si elle me voyait clairement pour la première fois. Vous avez vraiment changé, n'est-ce pas? Les gens s'adaptent. La loi de Darwin. Et vos enfants? Ça leur fera du mal aussi. Je pense à Amelia et Ross. Tous deux à l'université, croyant encore que leurs parents ont un mariage heureux. Ils seront à la maison pour le pique-nique, s'attendant à voir leur famille intacte. Ils s'en remettront. Les enfants sont résilients. Et s'ils vous détestent pour ça? Alors ils comprendront ce que l'on ressent quand on est trahi. C'est une leçon précieuse. Vivian tend la main sur la table et touche la mienne. Vous devenez quelqu'un que je ne reconnais pas, bien. L'ancien moi était faible. L'ancien moi se faisait marcher dessus. Cet après-midi-là, je travaille dans mon jardin quand la BMW de Jake entre dans mon allée. Il sort lentement, comme un tireur s'approchant d'un duel, et traverse ma pelouse au pas mesuré d'un homme qui a pris une décision. Barrett. Castellan. Je ne m'arrête pas de désherber. Belle voiture. Neuve. Il faut qu'on parle. Je t'écoute. Ça s'arrête maintenant. Quoi que tu penses accomplir avec ma femme, ça s'arrête aujourd'hui. Je m'assois sur mes talons et le regarde. Il essaie de projeter l'autorité, mais il y a quelque chose de désespéré dans ses yeux. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. N'insulte pas mon intelligence. Tu utilises Vivian pour te venger de quelque chose que tu penses que j'ai fait. Penser que tu as fait. Je me lève, enlevant la terre de mes mains. Jake, je ne pense rien. Je sais exactement ce que tu as fait. Prouve-le. Je n'ai pas besoin de le prouver. Tu le sais. Je le sais. Et bientôt, tout le monde le saura aussi. Son visage devient rouge. Tu joues à un jeu dangereux. Non, Jake. C'est toi qui as joué à un jeu dangereux. Tu n'as juste pas réalisé qu'il y avait d'autres joueurs. Reste loin de ma femme. Fais-moi le faire. Pendant un instant, je pense qu'il pourrait vraiment essayer. Ses mains se serrent en poing et il fait un pas en avant. Mais Jake ne s'est jamais battu pour de vrai et quelque chose dans ma posture l'avertit que moi, si. Ce n'est pas fini, dit-il en reculant. Tu n'arrêtes pas de dire ça, mais tu ne fais jamais rien. Il s'en va en faisant crisser ses pneus comme un adolescent qui fait une crise de colère. Je retourne à mon jardinage, en fredonnant sous ma barbe. Ce soir-là, Martha rentre avec les yeux rouges et une histoire sur les inquiétudes de Jake concernant mon comportement. Il m'a montré des photos, dit-elle prudemment. Quel genre de photos? Des photos de toi avec sa femme, dans des restaurants, chez elle. Et il pense que vous avez une liaison. Je pose mon journal et lui accorde toute mon attention. Qu'en penses-tu? Je pense que les photos pourraient être mal interprétées. Pourraient. Miles, est-ce que tu couches avec Vivian Castellan? La question flotte dans l'air comme de la fumée. Je pourrais mentir, préserver une illusion de supériorité morale. Mais les mensonges sont l'arme de Jake, pas la mienne. Est-ce que tu couches avec son mari? C'est différent. Comment? Parce que c'est comme ça. Non, Martha. C'est exactement la même chose. La seule différence,
c'est que je suis meilleur à ce jeu que toi. Elle me fixe comme si j'avais une deuxième tête. En 23 ans de mariage, je ne lui ai jamais parlé de cette façon. Direct, sans détour, sans peur des conséquences. Qui es-tu? Je suis l'homme que tu as épousé. Je ne suis juste pas l'homme que tu pensais pouvoir ignorer. Miles, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie, arranger les choses. Le pouvons-nous? Parce qu'il me semble que tu as déjà fait ton choix. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple. Tu as choisi Jake plutôt que moi. Maintenant, je choisis Vivian plutôt que toi. Mais je t'aime. Les mots devraient signifier quelque chose. Il y a 3 semaines, ils auraient tout signifié. Mais maintenant, ils sonnent creux, comme le dialogue d'une pièce qu'elle a oublié comment jouer. Non, ce n'est pas vrai. Tu aimes l'idée de moi, la sécurité, la stabilité, le plan de secours. Mais tu ne m'aimes pas, ce n'est pas vrai. Alors prouve-le. Choisis-moi, maintenant. Dis à Jake que c'est fini. Quitte Ebold et reconstruisons notre mariage. Elle ouvre la bouche pour accepter, puis s'arrête. Le silence s'étire entre nous, s'alourdissant à chaque seconde qui passe. Je ne peux pas, murmure-t-elle finalement. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Je la laisse debout dans notre salon et je conduis jusqu'à la maison de Vivian. Elle ouvre la porte en peignoir de soie, les cheveux détachés sur ses épaules. Tu as l'air d'un homme qui a eu une conversation difficile, observe-t-elle. La conversation la plus honnête de mon mariage. Et mon mariage est officiellement terminé. Elle s'écarte pour me laisser entrer et je remarque que la maison semble différente ce soir, plus chaleureuse, plus accueillante, comme un endroit où je pourrais réellement appartenir. Richard a essayé de me montrer ses fausses photos, dit-elle en me conduisant au salon. Je lui ai dit que j'étais déçu de ses compétences en Photoshop. Il ne t'a pas cru? Il croit ce qu'il a besoin de croire. Que nous sommes les méchants. Qu'il est la victime. Que d'une manière ou d'une autre, tout est de notre faute. Ne laisse pas. Est-ce que ça a de l'importance? Elle a raison. La supériorité morale est un luxe que je ne peux plus me permettre. Jake et Martha ont commencé cette guerre quand ils ont décidé que leur bonheur valait plus que leur mariage. Maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences. Le pique-nique, c'est demain, me rappelle Vivian. Es-tu prêt? Et toi? Je pense à Martha, probablement en train de pleurer dans notre chambre d'amis. Je pense à Jake, probablement en train de se saouler dans sa maison luxueuse. Je pense à la vie que je suis sur le point de détruire et à l'homme que je suis sur le point de devenir. Oui, dis-je. Je suis prêt. Le sourire de Vivian pourrait alimenter une petite ville. Alors, offrons-leur un pique-nique qu'ils n'oublieront jamais. Le pique-nique annuel de l'entreprise Tebold a lieu au parc du lac Mills, où l'élite de la ville prétend apprécier des activités de plein air qu'elle paierait normalement d'autres personnes pour faire à sa place. Le cadre est parfait pour ce que nous avons prévu. Assez public pour assurer une exposition maximale, assez décontracté pour que les confrontations semblent spontanées plutôt qu'orchestrées. J'arrive seul, ayant dit à Martha que je la retrouverais là-bas. Elle m'évite depuis notre conversation de la nuit dernière, communiquant par des SMS laconiques qui ressemblent à des câbles diplomatiques entre nations hostiles. Le parc est déjà bondé quand j'arrive. Des familles étalées sur des tables de pique-nique, des enfants courant à travers les arroseurs, l'odeur de la fumée du barbecue se mêlant au parfum cher. On dirait un tableau de Norman Rockwell, si Norman Rockwell avait peint la politique d'entreprise et l'adultère. Je repère immédiatement Martha. Elle est avec un groupe d'employés de Tebold près du filet de volley-ball, riant à quelque chose que Jake est en train de dire. Ils maintiennent une distance prudente, des collègues professionnels profitant d'un événement d'entreprise, mais je peux voir la tension dans leur langage corporel, la façon dont ils sont hyper conscients de la présence de l'autre. Miles Barrett. Je me retourne pour trouver une montagne d'hommes qui s'approchent. Un M93, des épaules de linebacker avec le genre de présence qui fait que les gens s'écartent sans y penser. Big Mike, se présente-t-il, tendant une main qui pourrait tenir un ballon de basket. Je travaille à la sécurité du parc. Vivian Castellan m'a demandé de garder un œil sur les choses aujourd'hui. Quel genre de choses? Le genre qui pourrait nécessiter une intervention professionnelle. Son sourire est étonnamment doux pour un homme aussi intimidant. Ne vous inquiétez pas,
Je suis juste là pour m'assurer que tout le monde joue gentiment. Et s'ils ne le font pas? Alors je les aide à se souvenir de leurs bonnes manières. Mike se fond à nouveau dans la foule, mais je peux sentir sa présence comme un ange gardien avec des problèmes de gestion de la colère. Vivian a pensé à tout. En parlant de Vivian, elle fait son entrée à midi comme une reine arrivant à la cour. Elle est habillée de manière décontractée, jean de créateur et chemisier en soie, mais elle dégage le genre de confiance qui vient du fait de savoir que vous êtes la personne la plus dangereuse de la pièce. Belle journée pour un pique-nique, dit-elle, apparaissant à mon coude. Un temps parfait pour les activités de plein air. J'ai apporté une salade de pommes de terre, une recette de famille. Je suis sûr que tout le monde appréciera. Nous parlons en code, mais le sens est clair. Le récipient de salade de pommes de terre contient des copies des rapports falsifiés de Jake, prêts à être distribués aux associés principaux et aux principaux clients de Théobald. Quand, je demande. Pendant le discours de Richard. Il parle toujours d'intégrité et de travail d'équipe. Ça semble approprié. Le discours de Jake est prévu à 14 heures, juste après le déjeuner et avant les activités de l'après-midi. Par tradition, il se tiendra sur la petite scène près du lac et s'adressera à la foule sur les valeurs de l'entreprise et le succès partagé. Le discours de cette année sera mémorable pour d'autres raisons. Il y a autre chose, dit Vivian tranquillement. Votre femme a essayé de m'appeler ce matin. Que voulait-elle? Me mettre en garde contre vous. Apparemment, vous êtes dangereux et instable, et je devrais faire attention à m'impliquer avec quelqu'un d'aussi clairement déséquilibré. Quelle délicatesse de sa part. Je lui ai dit que j'appréciais son inquiétude, mais que je suis parfaitement capable de gérer les hommes dangereux. Et qu'a-t-elle répondu à ça? Elle a raccroché. À 13h30, la foule commence à se rassembler près de la scène. Jake a l'air nerveux en relisant ses notes, se demandant probablement si nous prévoyons une sorte de perturbation. Il n'a pas tort, mais il n'est pas préparé à ce qui va réellement arriver. Martha se tient avec les autres employés, son visage soigneusement neutre. Elle nous a vus, Vivian et moi, ensemble, mais elle maintient un sang-froid professionnel pour l'instant. Mesdames et messieurs, commence Jake, sa voix se propageant à travers le parc grâce au système de sonorisation portable. Merci à tous de vous joindre à nous pour la célébration annuelle de la communauté et du partenariat de Théobald. Du jargon d'entreprise standard livré avec une sincérité étudiée. La foule écoute poliment. Des parents faisant taire leurs enfants, des employés consultant leur téléphone. Cette année a été une année de croissance et de réussite formidable, poursuit Jake. Nous avons décroché de nouveaux contrats importants, élargi nos services et renforcé notre réputation en tant que première agence de publicité de la région. Il prépare quelque chose, le crescendo, où il s'attribue le mérite de tout ce qui est arrivé de bien à Théobald au cours des 12 derniers mois. Rien de tout cela ne serait possible sans le dévouement et le travail acharné de notre équipe exceptionnelle. Des gens comme Martha Barrett, dont la pensée novatrice et les efforts inlassables ont été déterminants dans nos récents succès. Martha rougit alors que les têtes se tournent vers elle. Elle a été présentée comme la preuve à l'appui de Jake, l'employé loyal qui rend son leadership efficace. Mais le succès ne se résume pas à la réussite individuelle, poursuit Jake. C'est une question d'intégrité, de confiance et des valeurs qui nous unissent en tant que famille d'entreprise. C'est mon signal. Je me lève de ma table de pique-nique, le récipient de salade de pommes de terre à la main, et je commence à marcher vers la scène. Les conversations s'arrêtent alors que les gens remarquent le mouvement, la perturbation de leur routine confortable. Monsieur Castellan, j'appelle, ma voix se propageant à travers le parc soudainement silencieux. Puis-je vous dire un mot? Le visage de Jake pâlit, mais il ne peut pas refuser sans paraître mesquin. Bien sûr, monsieur Barrett, que puis-je faire pour vous? Je monte les marches de la scène, sentant 200 paires d'yeux suivre mon mouvement. Le microphone est allumé, ce qui signifie que tout le monde entendra ce qui va suivre. Je voulais juste vous remercier publiquement pour tout ce que vous avez fait pour ma femme. Le sourire de Jake se fiche sur son visage. Je vous demande pardon? Martha m'a tant parlé de votre mentorat, des nuits tardives que vous avez passées ensemble à travailler sur son développement, de l'attention personnelle que vous avez accordée à sa carrière. La foule est maintenant complètement silencieuse, sentant des courants sous-jacents qu'elle ne comprend pas entièrement. Les yeux de Jake se tournent vers Martha, qui a l'air d'être sur le point de vomir. Monsieur Barrett, peut-être pourrions-nous en discuter en privé. Oh, mais c'est une célébration des valeurs de l'entreprise. L'intégrité,
la confiance, les choses qui nous unissent. J'ouvre le récipient de salade de pommes de terre et commence à distribuer des documents à la foule. En parlant d'intégrité, j'ai pensé que tout le monde pourrait être intéressé de voir certains des travaux récents de Monsieur Castellan. Qu'est-ce que vous faites? La voix de Jake a monté d'une octave. Je partage des informations. N'est-ce pas ce que font les bons partenaires? Les documents circulent dans la foule comme une traînée de poudre. Des rapports financiers avec des chiffres modifiés. Des résumés de projets avec des noms changés. Des fils de discussion par email montrant Jake s'attribuant le mérite des idées des autres. Ce sont des documents confidentiels de l'entreprise, dit Jake désespérément. Vous n'avez aucun droit. En fait, c'est ma femme qui les a ramenés à la maison. Elle vous a aidé avec votre comptabilité créative, n'est-ce pas, ma chérie? Tous les yeux se tournent vers Martha, qui a l'air de vouloir disparaître dans le sol. Sa bouche s'ouvre et se ferme sans un son, un poisson cherchant de l'air. Ça suffit, lance Jake en attrapant le microphone. Vous avez raison. C'en est assez. Je recule du microphone, mais je ne quitte pas la scène. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter le vrai Richard Castellan. Pas le cadre prospère qu'il joue au travail, mais l'homme qui vole les femmes des autres et s'attribue le mérite des réussites des autres. La foule éclate, les voix s'élevant dans le choc, la colère, la confusion. Les employés de Tebold se regardant avec une prise de conscience naissante. Les clients s'éloignant de la scène comme s'ils avaient été contaminés. Jake se jette sur moi, mais Big Mike apparaît de nulle part, sa carrure massive bloquant l'attaque. Je ne crois pas, chef, dit Mike doucement. C'est un événement familial. Lâchez-moi. Je ne vous touche pas. Mais si vous faites un pas de plus vers Monsieur Barrett, ça va changer. Jake regarde autour de lui, cherchant un soutien qui ne vient pas. Ses collègues lisent les documents avec une horreur croissante. Ses clients se dirigent déjà vers leur voiture. C'est de la diffamation, crie-t-il dans le microphone. Ces documents sont des faux. Le sont-ils? Je demande calmement. Alors ça ne vous dérangera pas que tout le monde en prenne des copies pour les faire vérifier par leur comptable. La foule se disperse déjà. Les gens serrent leurs documents comme des preuves dans un procès criminel. Certains passent des appels, probablement à des avocats ou des journalistes. D'autres fuient simplement, voulant se distancer du scandale. Martha se fraye un chemin à travers la foule vers la scène, son visage un masque de fureur et de désespoir. Miles, arrête ça. S'il te plaît. Arrêtez quoi? Je ne fais que partager des informations. Tu détruis tout ce pour quoi j'ai travaillé. Non, Martha. C'est toi qui as détruit tout ce pour quoi tu as travaillé quand tu as décidé de construire ta carrière sur des mensonges et l'adultère. Ce n'est pas juste. Juste? Je ris, et le son se propage à travers le parc comme du verre qui se brise. Tu veux parler de justice? Était-ce juste quand tu as commencé à coucher avec ton patron? Était-ce juste quand tu l'as aidé à voler le mérite d'autres employés? Était-ce juste quand tu as décidé que notre mariage valait moins que ta promotion de carrière? Elle n'a pas de réponse à ça. Autour de nous, le pique-nique se dissout dans le chaos. Des familles qui plient bagages et partent. Des employés qui se regroupent en groupes inquiets. Des clients qui s'excusent et se dirigent vers le parking. Je t'aimais, dit Martha, les larmes coulant sur son visage. Passé. C'est approprié. Jake s'est enfin libéré de la surveillance de Mike et s'approche de nous avec l'énergie désespérée d'un homme qui se noie. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, grince-t-il. J'ai une assez bonne idée. J'ai mis fin à ta carrière, détruit ta réputation et probablement fait perdre à Tebold environ la moitié de sa clientèle. Je te poursuivrai pour tout ce que tu as. Avec quel argent? Je doute que Tebold continue à te payer après la performance d'aujourd'hui, Richard. La voix de Vivian coupe la tension comme une lame. Elle a observé depuis la foule, nous laissant gérer la destruction publique pendant qu'elle gérait les conséquences. Jake se tourne vers sa femme avec quelque chose comme de l'espoir dans les yeux. Vivian, Dieu merci. Dis-leur que ces documents sont des faux. Je ne peux pas faire ça, Richard. Quoi? Parce qu'ils ne sont pas faux. Ce sont des copies de dossiers de ton bureau à domicile. Ce que tu pensais que je ne connaissais pas, le visage de Jake passe par une série d'expressions. Confusion, trahison, et enfin, compréhension. C'est toi qui as fait ça.
Tu lui as donné ses dossiers. Je lui ai donné la vérité. Quelque chose que tu sembles avoir oublié comment gérer. Espèce de sorcière vengeresse. La main de Big Mike atterrit sur l'épaule de Jake avec le poids d'un arbre qui tombe. Je vais vous arrêter là, l'ami. C'est toujours un événement familial. Lâchez-moi. Je ne peux pas. Vous menacez une dame, et ma maman m'a mieux élevé que ça. Jake essaie de se défaire de l'emprise de Mike et découvre que les montagnes ne bougent pas simplement parce qu'on les pousse. Son visage devient violet de rage et d'effort. Laissez-moi partir. Bien sûr. Mike le relâche si soudainement que Jake trébuche en arrière, agitant les bras pour garder l'équilibre. Mais peut-être que vous devriez envisager de rentrer chez vous avant que ça ne devienne encore plus embarrassant. Jake regarde autour du parc, observant la foule éparse, les tables de pique-nique abandonnées, les clients et collègues qui font semblant de ne pas le connaître. Son royaume s'effondre en temps réel, et il ne peut rien faire pour l'arrêter. Ce n'est pas fini, dit-il une dernière fois. Si, ça l'est, répond calmement Vivian. C'est fini depuis le moment où tu as décidé de trahir notre mariage. Tu ne le savais juste pas encore. Jake se précipite vers le parking, laissant Martha seule sur la scène comme une actrice qui a oublié ses répliques. Martha, dis-je doucement. Tu devrais probablement y aller avec lui. Où? Là où les gens vont quand leur vie s'effondre. Je ne saurais pas. La mienne ne fait que commencer. Elle me regarde avec quelque chose comme de la reconnaissance, comme si elle voyait enfin l'homme qu'elle a épousé au lieu du mari commode qu'elle tenait pour acquis. Je suis désolé, murmure-t-elle. Je sais que tu le es. Mais être désolé ne répare rien. Elle hoche la tête et s'éloigne, ses épaules secouées de sanglots réprimés. Je la regarde partir sans rien ressentir d'autre qu'une légère curiosité sur ce qu'elle fera ensuite. C'était une sacrée performance, dit Vivian, me rejoignant sur la scène maintenant vide. Tu penses que ça a marché? Regarde autour de toi. Le parc est maintenant presque désert. Le pique-nique annuel de Thébauld est devenu le désastre annuel de Thébauld. Le genre d'histoire qui sera raconté dans les écoles de commerce comme un exemple de la rapidité avec laquelle les réputations d'entreprises peuvent s'effondrer. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons les retombées. Richard sera viré d'ici lundi. Votre femme sera probablement mise sur liste noire dans l'industrie. Et nous serons libres de construire ce qui vient ensuite. Ensemble, si tu le veux, ou séparément. Le choix t'appartient. Je regarde le lac, observant la lumière du soleil danser sur l'eau. Il y a 3 semaines, j'étais un homme différent, vivant une vie différente. Cet homme serait horrifié par ce que je suis devenu. Mais cet homme était faible. Cet homme s'est fait trahir. Cet homme se venge. Ensemble. Ça me va, dis-je. La main de Vivian se glisse dans la mienne, et nous nous tenons sur la scène vide comme des acteurs saluant après le rideau final. Autour de nous, les débris de la vie des autres soufflent dans la brise de l'après-midi. Votre femme a été incroyable hier, dis-je soudainement. Quoi? C'est ce que je vais dire à Jake lundi quand je le verrai vider son bureau. Le rire de Vivian résonne sur le lac, clair et vif comme du cristal qui se brise. Miles Barrett, dit-elle. Je pense que c'est le début d'une belle amitié. Mais ce n'est pas l'amitié que je vois dans ses yeux. C'est de la reconnaissance. Elle a trouvé son égal, son partenaire dans le genre de jeu dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Et j'ai trouvé ma reine. Lundi matin, je conduis jusqu'à l'immeuble de bureau de Thébauld et j'attends dans le parking. Jake arrive à 8h30, avec l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Sa confiance habituelle a été remplacée par le regard traqué d'un homme qui sait que son temps est compté. Je le suis dans l'ascenseur, notant comment il tressaille quand il me voit. Bonjour, Jake. Barrett. Il appuie sur le bouton de son étage comme s'il essayait de l'écraser. Week-end difficile? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste te remercier pour vendredi soir. Vendredi soir? Votre femme a été incroyable hier. Les mots le frappent comme des coups physiques. Son visage devient blanc, puis rouge, puis à nouveau blanc. Ses mains tremblent alors qu'il traite les implications. Espèce de... Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, révélant un hall plein d'employés de Thébauld. L'insulte de Jake meurt dans sa gorge alors qu'il réalise combien de personnes regardent. Passe une excellente journée,
je lui dis joyeusement, en sortant de l'ascenseur. Derrière moi, j'entends les portes se refermer sur la rage tremblante de Jake. Phase 3 terminée. À midi, l'histoire fait le tour du bureau. Jake Castellan, surpris dans un ascenseur avec le mari de sa maîtresse présumée, perdant son sang-froid devant des témoins. L'homme qui a bâti sa réputation sur un professionnalisme calme, réduit à des menaces balbutiantes et à une humiliation publique. Le soir, il vide son bureau. Martha rentre ce soir-là avec l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 heures. Jake a été viré, annonce-t-elle. J'ai entendu. Dommage. Ils examinent aussi ma position. Apparemment, mon association avec lui a soulevé des questions sur mon jugement. Je suis sûr que ça s'arrangera. Vraiment, Miles? Parce que de mon point de vue, il semble que tu aies détruit nos deux carrières pour une vengeance mesquine. Vengeance mesquine? J'y réfléchis. C'est comme ça que tu appelles le fait que quelqu'un subisse les conséquences de ses actes? Tu as tout gâché. Non, Martha. C'est toi qui as tout gâché. J'ai juste fait en sorte que tout le monde le sache. Elle me fixe comme si j'étais un étranger. Et peut-être que je le suis. L'homme qu'elle a épousé n'aurait pas été capable de ce niveau de destruction calculé. Mais cet homme est parti, remplacé par quelqu'un de plus dur et d'infiniment plus dangereux. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu découvres à quoi ressemble ta vie sans mensonge pour la soutenir. Et nous? Il n'y a pas de nous. Il n'y en a plus depuis des mois. Elle hoche lentement la tête, acceptant ce que nous savions déjà tous les deux. Je vais commencer à chercher un appartement. Prends ton temps. Je ne suis pas pressé. Après qu'elle soit montée, je me verse un verre et je sors sur la terrasse arrière. La nuit est claire, les étoiles visibles malgré les lumières de la ville. Quelque part là-bas, Jake est probablement en train de se saouler jusqu'à l'oubli. Ailleurs, Vivian planifie notre prochain coup. Mon téléphone vibre avec un texto. Dîner demain. J'ai du champagne. Je réponds par texto. J'ai hâte. Et c'est vrai. Pour la première fois depuis des années, j'ai hâte de tout. L'homme que j'étais aurait honte de ce que je suis devenu. Mais l'homme que j'étais était un idiot qui croyait à la justice et aux secondes chances. L'homme que je suis maintenant c'est mieux. L'homme que je suis maintenant se venge.